Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, l'affaire des biens mal acquis touche à sa fin pour le vice-président guinéen Teodoro Nguema Mangué. Le fils du président équato-guinéen a accepté de se séparer d'une partie de ses biens sur le sol américain. À l'approche de l'élection présidentielle ivoirienne en 2015, la commission électorale ne fait pas l'unanimité. Certains observateurs n'hésitent pas à critiquer la composition et la légitimité de l'organe en charge du scrutin. Et puis pour lutter contre la malnutrition au Burkina Faso, un entrepreneur se lance dans la commercialisation de chenilles précuites. Des sachets de 500 grammes à 1 kg sont déjà commercialisés dans une quinzaine de boutiques de la capitale. Renoncer à une partie de ses biens sur le sol américain d'une valeur de 30 millions de dollars, c'est l'accord finalement choisi par le vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Mangué avec la justice américaine dans l'affaire des biens mal acquis. Un arrangement qui signe la fin d'une bataille judiciaire de 2 ans. Reportage de notre correspondant Serge Kofi, commenté par Ibra Razinchai. C'est certainement le dernier épisode du long feuilleton judiciaire entre la justice américaine et le deuxième vice-président de Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué. Un juge fédéral de Californie a annoncé ce vendredi un accord qui l'oblige à renoncer à ses biens aux États-Unis. Des biens qui comprennent une collection de 6 statues grandeur nature du chanteur Michael Jackson, un manoir à Malibu et une Ferrari. Conformément à l'accord, Teodoro Nguema Obiang Mangué consent à céder quelques-uns de ses biens aux États-Unis en essence de 30 millions de dollars. Des fonds générés par cet accord devront être utilisés au profit du peuple de la Guinée équatoriale, a précisé le communiqué. Je suis heureux de pouvoir mettre fin à cette longue et coûteuse épreuve judiciaire. J'ai accepté de conclure cette affaire en dépit du fait que les tribunaux fédéraux américains avaient systématiquement constaté que le ministère de la Justice a manqué de preuves. Ils ont saisi ma propriété, qui avait été acquise avec des fonds obtenus en conformité avec les lois de mon pays et à travers des transactions d'affaires à l'intérieur et à l'extérieur de la Guinée équatoriale. Le facteur le plus important qui m'a encouragé à accepter ce règlement était la disposition exigeant que les fonds de la déchéance de mes biens soient utilisés pour le bénéfice du peuple de la Guinée équatoriale. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement a exprimé le soulagement de l'exécutif équato-guinéen et s'est félicité de cet accord qui permettra à Teodoro Nguema Obiang Mangué de se consacrer avec plus d'énergie à sa fonction de vice-président de la République chargé de la défense nationale. Le gouvernement en pleno se congratula por la noticia. Le gouvernement se félicite de cette nouvelle et se félicite pour cette réussite qui va permettre à son Excellence Teodoro Nguema Obiang Mangué de se consacrer à sa fonction. La résolution de ce cas permettra d'améliorer les relations de nos deux pays. Le deuxième vice-président de la République manifeste qu'en dépit de son désaccord avec la justice américaine, il a réussi un traitement juste et efficace dans toutes les phases de ce processus par le système de justice américain. Selon le gouvernement américain, les biens que possédait le deuxième vice-président équato-guinéen auraient été achetés avec de l'argent sale blanchi sur le sol américain. Ses avocats ont toujours rétorqué que la plainte devrait être rejetée faute de preuves de corruption. Ce règlement vient mettre un point final à une procédure qui dure près de 2 ans et fait couler beaucoup d'encre et de salive. La présidence camerounaise l'a annoncé ce samedi. 27 otages camerounais et chinois ont été libérés. Parmi eux figure la femme du vice-président camerounais Amadou Ali. Elle avait été enlevée à Kolofata au mois de juillet par le groupe terroriste Boko Haram, près de la frontière nigériane. Les ouvriers chinois avaient été kidnappés au mois de mai dans la région de Vaza, au nord du Cameroun, près de la forêt de Sambisa, connue pour être l'un des QG du mouvement. Écoutons les propos du géopolitologue Samuel Gembok. C'est déjà une excellente nouvelle de savoir que les otages ont été libérés. Ceci permet à l'opinion nationale de retrouver une confiance envers les autorités politiques et militaires du pays. Mais également, cela réconforte la communauté internationale, notamment les investisseurs étrangers au Cameroun, de faire confiance aux forces de sécurité et de défense du Cameroun. Les autorités politiques et militaires se sont certainement rendues compte que la voie de la négociation, la voie de la diplomatie peut aussi porter, parce qu'on ne libère pas les otages par la puissance militaire, par la puissance de feu. On obtient la libération des otages
par la négociation, par la diplomatie. Et donc sur ce plan, oui, je pense que c'est une victoire politique et même militaire sur la situation sécuritaire dans le septentrion. La Côte d'Ivoire se dirige vers son élection présidentielle de 2015 et l'opposition ivoirienne a décidé de quitter la commission électorale indépendante suite à la réélection de Youssouf Bakayoko en poste lors des élections de 2010. Une reconduction ouvertement critiquée par certains acteurs. Marina Vanier nous en dit plus. Un mois après la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la commission électorale ivoirienne, des contestations subsistent. En poste depuis 2010, il a proclamé les résultats des dernières élections de Côte d'Ivoire. La commission avait annoncé la victoire de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara contre son adversaire et prédécesseur Laurent Gbagbo. Résultat réfuté par ce dernier, précipitant le pays dans une crise sans précédent. Vous voyez, on a connu des contentieux graves. En 2010, on ne les a pas encore soldés. Il y a des prisonniers politiques du fait de la crise de 2010. On n'a pas réglé cette question. Et à cause de la crise de 2010, il y a au moins 1 demi-million d'Ivoiriens, enfin plusieurs milliers d'Ivoiriens qui sont dehors, en exil. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on ait une autre élection? Et moi, j'ai bien peur qu'en 2015, ce soit pire qu'en 2010. La Côte d'Ivoire se remet progressivement de plusieurs années de crise. Le renouement du dialogue national est donc salué par la classe politique. Néanmoins, certains observateurs sont pessimistes face à une possible présidentielle en 2015. Mais pourquoi M. Youssouf Bakayoko devrait être reconduit? Un monsieur qui a échoué. Non, attendez, il ne s'agit même pas d'appartenir à un camp politique ou à un autre. Il s'agit de regarder seulement la situation. Ce monsieur-là, il est le symbole du chaos dans notre pays. Parce que si la commission électorale indépendante avait fait son travail, peut-être que le Conseil constitutionnel aurait agi autrement. Si nous aimons la Côte d'Ivoire, il faut avoir le courage de tourner la page de ce qui a fait mal à la Côte d'Ivoire. Sur les 17 membres que compte l'institution électorale, 15 ont été nommés. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, se présentera à ce scrutin avec le soutien du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, une des forces politiques du pays. Toumou Délice, c'est le nom du produit récemment commercialisé par une petite entreprise burkinabé destinée à réduire les problèmes de malnutrition. Ingrédient principal, la chenille précuite, un insecte riche en nutriments, comme nous l'explique notre correspondant Wendiam Valentin Comparé. La malnutrition au Burkina Faso est une préoccupation de santé publique selon les autorités. En effet, environ 35% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont attribuables à la sous-alimentation. Pour pallier cette situation, Faso Pro, une start-up burkinabé vient de mettre sur le marché Toumou Délice des chenilles précuites. Son initiateur, Yen Kaituo, un jeune entrepreneur qui se fixe pour objectif de lutter contre la malnutrition chronique dans le pays. C'est à partir de mes études de biochimie que je me suis rendu compte du potentiel nutritionnel de la chenille. Et c'est par exemple l'un des aliments locaux les plus protéinés, avec entre 60 et 63% de protéines. Alors en plus de ça, il y a beaucoup de micronutriments que la chenille renferme, comme par exemple les acides gras essentiels, les oméga 3, qui sont très très importants pour l'alimentation humaine. Rappelez que l'objectif premier justement de ce projet-là, c'était d'arriver à formuler des produits qui vont être dédiés spécifiquement à la lutte contre la malnutrition. Pour sa première année, la start-up burkinabé va produire 17 000 sachets. Ce sont environ 400 femmes qui ont collecté 13 tonnes de matières premières dans les environs de Bobo-Dioulasso. Des réserves qui permettront à l'entreprise d'assurer le maintien de sa production à moyen terme, la chenille n'étant disponible qu'en saison pluvieuse. Et pour ceux qui en goûtent, le retour est favorable. La première fois que j'ai goûté aux chenilles, je les ai trouvées succulentes. Je les ai achetées, je trouve cela d'autant plus important. Sinon, auparavant, je ne touchais pas à la chenille, mais maintenant, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça bien. C'est excellent, j'allais dire, c'est succulent. C'est comme si ça sortait directement des arbres. Et c'est très frais et puis bon, voilà. Assez de protéines, c'est très bon. En 2015, la start-up va lancer de nouveaux produits comme la poudre améliorée ou encore les bouillons enrichis à base de chenilles. En avril 2012,
Yen Kaito a reçu le premier prix du meilleur projet à impact social aux États-Unis. Le coût global de ce projet est d'environ 33 millions de francs CFA. Journée internationale de la fille ce samedi 11 octobre, célébrée depuis 2011. Cette journée milite pour les droits des jeunes filles en matière par exemple d'éducation. La journée est également l'occasion de pointer les disparités tant dans le milieu scolaire que dans celui professionnel où la parité est rarement respectée. Le point avec Ibrahima Dinjai. Célébration ce samedi 11 octobre de la journée internationale de la jeune fille. Décrétée depuis le 19 décembre 2011 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 66-170, cette journée a plusieurs objectifs. Parmi eux, la reconnaissance des droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent. Le thème de cette année, les acteurs du développement, est un cri d'appel pour la mise en place d'une politique égalitaire afin d'inclure les jeunes filles dans les politiques d'éducation, de formation professionnelle et pas seulement. Pour la jeune fille, il est important déjà à la base éducationnelle de prévoir que la fille pourrait participer au développement au même titre que le petit garçon. Au niveau de l'enfance, il y a une grande disparité, inégalité en matière de scolarisation des enfants. C'est-à-dire on scolarise plus le petit garçon par rapport à la petite fille qu'on préfère garder pour les tâches ménagères. Une mission qui bute sur plusieurs obstacles qui ont pour nom la non-parité entre hommes et femmes dans le milieu professionnel, des programmes de sensibilisation sur les normes sociales relatives à la violence, au mariage précoce, au rôle assigné aux hommes et aux femmes dans les familles, devront permettre de jeter les bases d'une société idéale où l'homme et la femme auraient les mêmes traitements. Nous aspirons aujourd'hui à la parité homme-femme et donc nous devons commencer d'abord à la base à faire de telle sorte que la jeune fille puisse être au même niveau que le jeune garçon, ensuite en matière d'emploi, à formation égale, à compétence égale, salaire égal. Et donc il y a beaucoup de disparités hommes-femmes qui commencent à la base, à la petite enfance, ensuite à la jeune fille et ensuite à la femme que nous sommes. La réalisation du droit des filles à l'éducation est en premier lieu une obligation et un impératif moral pour permettre aux jeunes filles de jouer pleinement leur rôle dans le développement socio-économique. Plusieurs actes doivent être posés. La scolarité obligatoire pour tous les enfants ou encore la mise en place de solutions adéquates permettant de prendre en charge la grossesse de certaines jeunes filles en milieu scolaire sont des politiques souhaitées par de nombreux spécialistes et acteurs politiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa Weekend.